C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, impactés par les travaux d'assainissement pluvial à Gbegama, les commerçantes de Charbon seront relogées dans un nouveau marché moderne. Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi en Conseil des ministres. Les décisions dans leur intégralité à suivre dans un instant. Le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique a dressé ce mardi le bilan de ses actions. À cette occasion, il a réaffirmé sa politique de tolérance zéro face à un trafic qui constitue une menace majeure pour la santé publique. Et puis, loin du Bénin, après plus d'1 an de transition politique, la Guinée-Bissau se projette vers un retour à l'ordre constitutionnel. Les autorités de transition ont fixé la date des élections générales. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal que nous ouvrons avec le Conseil des ministres, le tout premier de l'année 2026. Le Conseil a statué sur une série de décisions, parmi lesquelles figure la construction du marché au charbon et de pharmacopée. Des nominations ont également été prononcées, suivant l'intégralité avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 janvier 2026 et a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptées au titre de celles-ci les décrets portant approbation de la nomenclature des métiers d'art et de la culture, conditions et modalités d'attribution des subventions publiques au projet d'électrification hors réseau en République du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, construction du marché au charbon et de pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbegame. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus. En point 2, finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1, tronçon Cotonou à Dunko. La commission créée à cet effet avait recensé 884 sinistrés, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis. Parmi ceux-ci, 211 ont effectivement perçu des indemnisations, tandis que 34 autres n'ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement. Par ailleurs, le changement d'itinéraire de la route, en lien avec la prise en compte du trait de côte, avait impacté de nouveaux biens fonciers. C'est pour la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet que le Conseil a approuvé le rapport suggérant la finalisation du dossier. En point 3, contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert des déchets dans la zone d'Akogbato. La construction de ce centre apparaît comme une nécessité, l'objectif étant de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Okoué. Sa réalisation s'accommodera de la prise en charge de l'augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. De façon spécifique, elle va permettre de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. À terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l'aire géographique concernée. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directeur de cabinet, M. Florentin Gbodou. Secrétaire général du ministère, M. Seydou Boni Kpegounou. Collaborateur à l'inspection générale des services judiciaires,
M. Henri Fadonumbo. Dans les juridictions, Cour d'appel de Parakou. Président, M. Thomas Maouillon Dassi. Procureur général, M. Kouchoro Ambroise Adjiboye. Cour d'appel d'Abomey. Président, M. Nouroudine Malik Bakari. Premier substitut général, Mme Gracias Gladys Nyakaya Wessou. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Président de la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Antoine Yawenou. Membre de la Commission de l'instruction, M. Rodrigue Serge Houmanakan. Assesseur à la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Mawena Fidel Tohwenou. Après la présentation des décisions issues du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions de la presse. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'organisation des élections législatives et communales de 2026. Il s'est également prononcé sur les Vodou Days, un événement culturel qui s'est déroulé sur 3 jours. Il a évoqué les principaux enseignements tirés de cette édition. Écoutons-le. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les 2 gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition qui étaient qualifiées pour prendre part au scrutin ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Je crois que cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous, avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. Mais là également, ça a été un succès franc. Et les chiffres sont au-dessus de ceux de l'année dernière, l'édition 2025. La fréquentation des différents sites sur Ouida a explosé. Donc, on a fait beaucoup mieux que l'année dernière. Et ça a été une fête enthousiaste. On a vu les populations du Bénin venues d'un peu partout du territoire national, mais on a aussi vu les Béninois de la diaspora qui sont rentrés et nombre de touristes qui sont venus se joindre à nous pour participer à cette fête qui devient désormais, et je crois de façon définitive, une signature remarquable du Bénin dans l'agenda touristique, culturel, international, pour ne pas dire mondial. Et désormais, les gens savent qu'au début du mois de janvier de chaque année, il faut prendre rendez-vous au Bénin parce que ce sera l'endroit où il faut être le moment venu. Et si vous avez été vous-même sur Ouida, si vous avez poussé votre curiosité à discuter avec les participants, les festivaliers, de toute nationalité, le mot qui revient le plus souvent, c'était la satisfaction, la fierté
et puis l'appréciation globale de ce qui s'est fait avec la propreté, avec la discipline des uns et des autres, les forces de sécurité veillant à ce que la quiétude soit garantie, les agents de la SGDS. Et il faut les saluer plus souvent pour le travail remarquable qu'ils font pour garantir la salubrité dans nos villes. Et sur les Vodou Days, ils ont fait également la démonstration de leur savoir-faire et puis tout le reste, tous les artistes, que ce soit les nationaux ou les étrangers qui sont venus prester chez nous. Et le public lui-même, qui malgré le nombre, a été discipliné, a participé à la fête dans la discipline et l'ordre. Je crois que cela signe une nouvelle signature du Bénin, à savoir que nous commençons durablement à faire les choses bien et à les faire avec ordre et rigueur. Nous gagnerions tous à ce que cela se prolonge pour que dans les années à venir, notre pays se distingue encore plus particulièrement, en tout cas sur le continent, comme un pays grand, à tout jamais. Autre information, dans ce journal, les députés appelés à siéger au Parlement sont désormais connus. La 10e législature repose sur 2 groupes parlementaires, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Entre nouveaux visages et figures bien connues, une constante retient l'attention, l'absence de l'opposition. Dès lors, comment assurer des débats équilibrés et quels défis attendent cette nouvelle législature? Le docteur Eugène Alosupo, analyste politique, apporte son éclairage. Nous avons aujourd'hui un Parlement. Je ne suis pas d'avis avec l'expression monocolore, parce que lorsque quelque chose est monocolore, c'est qu'il est fait d'une couleur. À l'intérieur, aujourd'hui, vous avez 2 couleurs. Vous avez le jaune de l'UPR et vous avez le vert du Bloc républicain. Cela dit, les 2 partis se réclament du même bord. Mais la structuration des travaux à l'Assemblée nationale pourrait, dans le temps, les amener à adopter des positions qui ne sont pas nécessairement des positions stratégiques, existentielles, qui vont faire de sorte que je ne dis pas des clivages, mais des prises de position vont se faire remarquer. N'oublions pas que la durée de cette législature est de 7 ans, et en 7 ans, tout ne sera pas aussi tranquille au sein de cette mouvance-là. Le premier combat reste le choix de celui qui va présider aux destinées de cette législature. C'est une bataille interne, pour m'exprimer ainsi, parce qu'il faudra trouver la personne juste, capable de gérer le groupe à bien, de garantir les intérêts individuels et collectifs de chaque député. Le Parlement, la 10e législature, n'a pas de défi particulier. Le défi, c'est être à l'écoute des populations qui ont envie que ces députés traduisent en loi l'ensemble de leurs difficultés, de leurs préoccupations. Il y a beaucoup de fonctionnaires d'État, de hauts cadres, il y a des personnalités qui avaient assumé des fonctions politiques dans d'autres structures et qui viennent aujourd'hui au Parlement avec toutes ces expériences-là à capitaliser et à mettre à l'actif de cette institution qui, sans elle, il ne pourrait avoir de démocratie. Mais cette institution au Bénin aujourd'hui qui a pris du poids, qui a, de par ses prestations et ses productions, continue de nous convaincre par rapport à la nécessité. Je pense que, quoi qu'on dise, le Bénin fait son petit bonhomme de chemin. Tous les Béninois ne sont pas obligés d'être d'accord avec ce qui se fait. Et c'est pourquoi il y a la démocratie de l'alternance. Aujourd'hui, je suis faible. Demain, je peux être fort si je mets les moyens qu'il faut, la stratégie qu'il faut. Le diable n'est pas nécessairement au Bénin, le diable est ailleurs. Et nous devons, chaque Béninois, travailler des espaces que nous occupons, des fonctions que nous occupons, à donner un peu plus de confiance aux citoyens qui ne demandent qu'à avoir un peu plus d'eau potable, un peu
de soins de santé de qualité, avoir les infrastructures. Des efforts ont été faits et ceux qui viendront après 2026 eh bien, vont poursuivre sans doute ces efforts-là pour que le Bénin puisse davantage progresser. Et dans un tout autre registre à présent, la lutte contre les faux médicaments s'intensifie au Bénin. Face à un fléau aux conséquences souvent mortelles, les autorités sanitaires ont engagé une riposte ferme mêlant sensibilisation des populations et répression. C'est dans ce contexte que le Conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique est sorti de sa réserve ce mardi pour faire le point sur ses actions et rappeler son rôle stratégique dans la régulation du médicament. Suivant. Le Conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique a été mis en place en septembre 2022 dans le cadre des réformes engagées sous l'impulsion de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, afin de renforcer durablement le système de santé. Le Conseil de surveillance agit comme une instance stratégique de contrôle, d'analyse et de proposition en évaluant la performance et l'efficacité du sous-secteur pharmaceutique afin de formuler des recommandations visant à renforcer sa gouvernance et son efficacité globale. Concrètement, son action s'articule autour de 4 axes majeurs. L'orientation et le contrôle des activités des institutions du sous-secteur, l'exercice du rôle d'instance de recours, la réflexion sur l'évolution du sous-secteur pharmaceutique et la coordination de la lutte contre les faux médicaments. Face aux dangers que représentent les faux médicaments, le Conseil de surveillance tient à rappeler avec insistance que ces produits mettent directement des vies en danger. En effet, ces produits peuvent ne contenir aucun principe actif, rendant le traitement inefficace. Ils peuvent ne contenir qu'une quantité insuffisante de principes actifs, favorisant des complications, ou renfermer des substances toxiques susceptibles de provoquer des maladies graves, voire la mort. Nous invitons donc les populations à faire preuve de vigilance et de responsabilité en se procurant leurs médicaments exclusivement dans les structures pharmaceutiques autorisées et en évitant systématiquement les médicaments vendus dans la rue ou dans des circuits informels. En interactualité, au moins 11 policiers ont été tués ce dimanche dans une attaque djihadiste dans l'est du Burkina Faso. Depuis 2015, ce pays sahélien est confronté à de nombreuses attaques de groupes armés djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique sur la majeure partie de son territoire. Le reportage. Au moins 11 policiers ont été tués lors d'une attaque djihadiste perpétrée ce week-end dans l'est du Burkina Faso. L'attaque, révélée par une source sécuritaire à l'AFP, a été revendiquée le jour même par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, affilié à Al-Qaïda. Plusieurs centaines de djihadistes ont attaqué un détachement à Balga, dans la province de Gourma. Les militaires au pouvoir, dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022, ne donnent plus de détails sur les attaques djihadistes meurtrières et affirment avoir reconquis près des 3/4 du pays. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une vague d'attaques perpétrées par des groupes armés liés à l'État islamique. Les militaires au pouvoir restent pris dans une spirale de violence qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils et de militaires depuis 2015, dont plus de la moitié au cours des 3 dernières années, selon le groupe de surveillance des conflits, ACLED. 2 mois seulement après le putsch du 26 novembre dernier, alors qu'allaient être proclamés les résultats officiels du double scrutin qui s'était tenu 3 jours plus tôt, le général Horta Tam, désormais président de la transition en Guinée-Bissau, a officiellement fixé la tenue conjointe des élections législatives et présidentielles au 6 décembre 2026. Suivant. Les autorités de transition de Guinée-Bissau ont officiellement fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielles et législatives. Cette annonce, faite par décret présidentiel le 21 janvier, intervient 2 mois après le coup d'État du 26 novembre 2025 qui avait interrompu un double scrutin pourtant jugé libre et transparent par les observateurs internationaux.
Le texte signé par le président de la transition, le général Horta Ntam, se réfère à la charte politique de transition et affirme que les conditions seraient réunies pour organiser des élections crédibles sans la participation du chef de la junte. Cette décision intervient sous forte pression de la CEDEAO, qui plaide pour une transition courte, inclusive et consensuelle. Malgré l'annonce du calendrier, la situation politique reste fragile. Plusieurs opposants sont en exil ou détenus. Et la récente réforme constitutionnelle modifiant le régime parlementaire en régime présidentiel soulève des questions sur la légalité de la transition. Le clash entre Elon Musk et Michel Hollery n'en finit plus. Depuis une semaine, le milliardaire et le patron de Ryanair s'invectivent sur les réseaux sociaux. La raison, le refus de Michel Hollery d'installer le Wi-Fi à bord de ses avions via les satellites Starlink de SpaceX, propriété d'Elon Musk. C'est après moi. C'est une dispute qui fait grand bruit dans le monde des affaires. D'un côté, le PDG de Ryanair, connu pour son franc-parler, de l'autre, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, habitué aux polémiques. Tout a commencé quand Ryanair a refusé d'équiper ses avions du Wi-Fi Starlink. Nous tenons à le remercier. Je pense que nous avons enregistré plus de 3 à 4 millions de visites sur cette vente de sièges Big Idiot. Il y a 100 000 sièges disponibles à la vente pour seulement $16. Cela montre que l'Europe est le leader mondial des tarifs aériens bas. Il n'existe pas de tarifs pareils en Amérique du Nord. Et dans la matinée, nous nous rendrons dans les bureaux de Cumberland House pour remettre ou offrir à Elon Musk un billet gratuit. Il n'aura pas à payer les $16, un billet Ryanair gratuit pour le remercier de la formidable publicité et qui a permis à nos réservations d'augmenter considérablement. Elles ont augmenté d'environ 2 à 3% au cours des 5 derniers jours. Merci donc à Elon Musk. Malgré ce clash, Ryanair ne ferme pas la porte à Starlink. Les négociations se poursuivent, mais à une condition, que le coût soit réduit. La compagnie étudie également d'autres options. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.